Bonsoir à tous et bienvenue. Comme ce maillot l'indique, on va aborder l'AS Monaco puisque ce club est sujet à multiples fantasmes, rumeurs et exaspération de ses propres supporters quand on voit l'effectif actuel. C'est sûr que passer de James Rodriguez en quelques années à Pelé, qui est plus ou moins l'escroquerie de Rio Ave, c'est vrai qu'on peut comprendre quand même que ça se passe un peu mal vis-à-vis des fans. Alors, première chose, il y a énormément de fantasmes, parce que déjà c'est Monaco. Et alors, en plus, le propriétaire, il est milliardaire russe. Il est russe, donc forcément, tu te dis, oh, c'est russe, c'est le KGB, c'est ci, c'est là. Il y a toujours un côté, je trouve, on traite l'homme d'affaires russe de manière toujours suspecte. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo sur Abramovich, tu vois, c'est un milliardaire, en plus russe. Là, c'est pareil. Alors, en plus, quand tu regardes la vie de Dmitri Ribolovlev, c'est vrai qu'elle est baroque. Parce que, déjà, je rappelle que post-URSS, post-effondrement de l'URSS dans les années 90, on a une Russie où tu as des gens qui crevaient littéralement de faim, d'autres qui s'enrichissaient, les privatisations, une violence terrible, le taux, par exemple, l'espérance de vie chute de manière colossale, et à l'inverse, la dépendance aux drogues, le taux de suicide, etc., monte en flèche. Bref, c'était vraiment dur, c'était rough, c'était le Far East, comme on disait, et toutes les personnes qui ont été emmenées dans le business, soit, il y en a qui sont morts, beaucoup, soit ils ont fait un passage en prison, en garde à vue, soit ils ont dû à un moment donné mettre les mains dans le cambouis parce que tu n'avais pas le choix, c'était comme ça. Pour Ribolovlev, ça a été la case prison, en effet, il a été accusé de tentative de meurtre, voire de meurtre même, je crois. Il est resté 11 mois en prison dans des conditions abominables. Il a frôlé la mort, pas d'autre mot. Il est heureusement en vie. Finalement, il est sorti, on l'a libéré, parce qu'en fait, c'était pas lui, il a été innocenté. Et de l'autre côté, Vadim Vassiliev, donc aujourd'hui l'homme à tout faire de l'AS Monaco, lui c'est un diplomate. Et businessman également. Dans ce livre-là, Secret de président, il donne un très large entretien à la fin. Un entretien assez sympa puisqu'il évoque notamment qu'il a dû apprendre l'islandais parce qu'il a été chargé de mission à Reykjavik, il a travaillé pour l'ancien ministère des Affaires étrangères, il a été envoyé ici et là. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu ce fantasme et l'équipe, dans un article de 2013 ou 2014, j'ai un doute, avait évoqué justement, en rigolant vis-à-vis du KGB. Et donc Vassiliev, ça l'a fait rire. Alors, il n'y a pas grand-chose qui fait rire Vadim Vassiliev, faut savoir. Faut imaginer que Vassiliev, déjà, quand il vous serre la main, le regard, il paraît que quand il te regarde dans les yeux, tu sens que bon, lui tu vas pas le baiser, quoi. Mieux vaut pas chercher à baiser. Et d'ailleurs, il en joue souvent. Et c'est comme pas mal de mecs d'Europe de l'Est, certains agents et tout, souvent ils en jouent. Du côté yougo, du côté russe. Et lui, il en joue carrément dans les négociations, puisque quand tu as par exemple la famille Mbappé, qui a un moment donné, alors bon, c'est un dossier très compliqué. Tu as des versions de part et d'autre. C'est assez marrant puisqu'on s'est souvent focalisé sur le transfert de Neymar. Il faudrait davantage se focaliser sur le transfert d'Mbappé parce que il y a plein de rebondissements, etc. Le joueur, évidemment, qui lui, il voulait rejoindre Paris, tu vois, très, très bien. Mais derrière, il y a pas mal de choses intéressantes, notamment avec le père, la maman. Il y a encore pas mal de choses à dire là-dessus. Et il y a eu un rendez-vous exceptionnel entre Vassiliev et Wilfried Mbappé. Un jour, peut-être que Wilfried Mbappé ou Vassiliev le racontera, mais là, dans le domaine tu veux me baiser, je vais te baiser, etc., des deux côtés, on était à un niveau. Mais bon, avec tout le respect que j'ai pour la famille Mbappé, quand t'as Vassiliev en face qui te fait comprendre que le petit coup de pression, ça lui fait rien, et tu m'étonnes que ça lui fait rien, le mec, il a négocié des millions, des milliards, comme Ribolovlev. Tu crois sincèrement que des agents ou ci ou là, je parle pas du cas Mbappé là en question, les mecs ont essayé de lui mettre la pression, mais lui, il rigole. Lui, il doit fumer un gros cigare. Je sais pas s'il fume le cigare. Je sais qu'il boit pas mal, mais le cigare, je sais pas. Il doit rigoler, le mec. C'est un ponte, Vassiliev, dans la négociation. C'est un joueur de poker. Le mec, tu vas à sa table, tu sais qu'il va te plumer. Mais tu n'as pas le choix. Le mec, c'est droit dans ses bottes en plus. Attention, il te regarde. Il va te baiser. Il va te dire non, tu vas toucher tant. Le mec, il sait qu'il va t'avoir. Mais il en a strictement rien à cirer. Et Vassiliev, c'est un peu l'homme de fer de ce club. Et donc, pour revenir à ce que je disais, il a été en Islande, il a fait plein de choses, et forcément, il a une vie trépidante, et on parlait souvent du KGB, donc dans cet article de l'équipe, et lui rigole. Il dit, mais non, pas du tout, et il dit, mais moi j'ai connu des espions, et je peux vous dire qu'ils n'avaient pas toujours la vie de James Bond. Alors, forcément, ce sont des gens, on va dire, qu'on n'a pas l'habitude dans le panorama de la Ligue 1, et c'est pour ça qu'en termes de négociation, c'est des cracks. Des cracks. Et c'est pour ça qu'en termes de business et également d'organisation du club, c'est carré. On peut critiquer le projet de Monaco, et à raison, parce que là c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Mais tu sais à qui tu t'adresses. Il y a une pyramide qui est complètement respectée. En prenant également certains tauliers comme Bachir, de l'intendance et plein d'autres mecs, je rappelle que Bachir c'est quelqu'un que Didier Deschamps a demandé pour encadrer l'équipe de France,
Donc c'est un des hommes de l'ombre, on va dire, fondamental également du mondial. Plein d'autres choses. Bref, il y a plein de mecs comme ça. Tu vois, Monaco, si tu as besoin de quelque chose, Bachir, il est toujours là. La légende. Il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que niveau de la formation, à tous les niveaux, c'est cadré. Dès que tu dois parler business et que c'est important, c'est Vadim. T'as pas 50 000 mecs. Or, il est vrai, si tu regardes l'évolution du projet monégasque, ça pose question. Tu te dis comment on peut investir autant. Je rappelle que le club a été récupéré en Ligue 2, dans les affres de la Ligue 2, quand tu étais dans une position, même je crois, de relégable, et tu fais venir l'homme qui changera la vie de l'AS Monaco. Gary Kagelmacher, non je déconne. Vous rappelez-vous ce robuste défenseur uruguayen à la technique un peu rudimentaire, mais à la mentalité exemplaire, qui avait marqué, je crois, quelques buts. Bref, je crois que c'est la première recrue de l'ère Ribolobiev d'ailleurs. Mais en tout cas, imaginez quand même l'évolution de ce club. Affre de la Ligue 2 à aujourd'hui un club qui joue avec des champions, qui a été champion de France et qui est vachement bien organisé, notamment dans la détection des jeunes. Il y a un énorme travail qui est fait de pré-formation et de post-formation. En même temps, Monaco bénéficie des installations de la Turbie. Bref, tu as un cadre vraiment où tu peux bosser. Et il est vrai que ce projet a relativement bien marché puisqu'ils se sont entourés de gens très compétents. Je pense notamment à Antonio Cordon, qui a été le coordinateur sportif récupéré à Villarreal. Et le départ de Cordon, indépendamment du fait qu'il ne faisait pas toutes les recrues, hein, mais il faisait un suivi des joueurs, il y avait du travail, il y avait du sérieux, il y avait de l'humain. Et le départ de Cordon, l'année dernière, a brisé un peu ça. Pourquoi? Parce que Vadim Vassiliev, à la base, n'est pas dans le football. Vadim Vassiliev, donc, quand il arrive, il va s'entourer d'hommes de confiance. Et il va s'entourer de Jorge Mendes. Mendes, c'est lui qui contrôle les entrées et les sorties plus ou moins du club. D'ailleurs, maintenant, il est avec Jardim, etc. Falcao, Moutinho, James Rodriguez, etc. Et c'est vrai que passer de James Rodriguez à Pelé, ouais, je comprends que les fans y soient un peu en colère quand même. Je rappelle que Pelé, donc, un Rio Ave, club contrôlé par Mendes au Portugal, bref. Et c'est vrai que Vadim Vassiliev a la fâcheuse tendance de faire croquer Mendes de partout. On va être clair, Monaco, c'est chez Mendes. Il n'y a pas d'autre mot. Sauf que Mendes, Wolverhampton, c'est aussi chez lui. Quand tu vois l'équipe qu'il a fait à Wolverhampton et là, Monaco, bon. Alors après, évidemment, Monaco s'est adjoint les services d'un directeur sportif l'an passé, qui s'appelle Mikel Emanalo, qui avait fait un peu tout à Chelsea, il était chez les jeunes, il a fait adjoint. Il avait été amené à l'époque par Pini Zahavi, donc aussi super agent, et Abraham Grant. Et en fait, Emanalo qui est venu donc à Monaco avec sa secrétaire, et il y a beaucoup de gens, ils se disent, il fait quoi? Alors, il a ramené notamment un jeune de Chelsea, Jonathan Panzo. Il s'est mis sur quelques autres dossiers. Il paraît qu'il serait notamment intervenu pour Barreca, le défenseur italien. Ouais, mais il fait quoi au final? On ne sait pas, il est là, alors très discret, c'est vrai, en retrait, très gentil, toujours. Mais c'est quoi son vrai rôle? On lui reproche en interne de ne pas avoir d'idée, de ne pas vraiment collaborer, de ne pas mettre au courant les autres. Et surtout, est-ce vraiment utile d'avoir un mec comme Emanalo quand c'est Vassiliev qui prend toutes les décisions importantes et qui s'en réfère aussi à Mendes? À d'autres personnes aussi, mais surtout à Mendes. Donc, ça pose vraiment une question, sachant que le projet de Monaco, trading de joueurs, faire du business, etc. On a affaire à deux businessmen à la tête du club, même si le plus important c'est le propriétaire, Dimitri Ribolobiev. Il s'en est jamais caché. Sauf que là, en effet, il y a des limites. Sachant que ce qui est incompréhensible, c'est que l'hiver dernier, ils avaient notamment Aaron Martin de l'Espagnol Barcelone, le latéral. Accord, pré-contrat, tout ce que tu veux, et du jour au lendemain, on annule tout. Et cet été, ils ont fait pareil. Emanalo, il avance des dossiers, au jour au lendemain, ça se rétracte. C'était un peu, ça contrebalançait. Alors, on va en revenir dans un autre épisode, parce que je vais en parler davantage. Là, je commence à faire une petite vue globale de Monaco. On va essayer de comprendre entre aujourd'hui et c'est là, le rachat du club, ce qui s'est passé, les projets de Dimitri Ribolobiev et tout ça avec le cercle du Bruges et potentiellement d'autres idées, le fonctionnement un peu du club. Mais là, c'était un peu pour faire, on va dire, une vue un peu globale de comment ça se passe au niveau du mercato. Et on va terminer quand même par une chose, il y a un grand conflit entre les propriétaires et la famille princière. Aujourd'hui, c'est clair et net. Il y a eu des offres que le prince, on va dire le palais, a vraiment insisté pour que ça passe, notamment des Saoudiens. Il y avait également une offre de Bahreïn, mais j'en suis pas trop sûr. Là, on parle d'une approche du Koweït. En tout cas, la famille princière veut tout faire pour que Ribolobiev et Vassiliev dégagent. On va être très clair. Pour donner une anecdote, il y a une personne dans le monégasque pur jus, qui parle donc toujours, on va dire, au propriétaire russe, et on l'appelle le traître. C'est un peu pour vous dire un peu l'ambiance, sachant que je sais qu'il y a eu des offres de rachat offertes directement aux Russes, notamment de consortium américain il y a quelques temps. Ribolobiev a été clair, il ne veut pas vendre pour le moment. Mais après, il y aura peut-être d'autres éléments, on pourra en parler. Maintenant, il va y avoir de gros changements cette semaine, vous allez voir ce qui va se passer. Je suis quand même pas persuadé qu'on termine avec le même staff voilà, très très vite. Il y a beaucoup de changements, tout le monde l'attend, mais ce qui est intéressant, ça va être de savoir comment ça va se passer entre les propriétaires et la famille princière. Après, il y a toute cette histoire du passeport monégasque, etc. Moi, j'en sais rien, je veux dire, je ne suis pas dans les secrets des oligarques. Enfin, Ribolobiev n'est pas officiellement un oligarque, c'est juste un milliardaire russe.
Et sa vie est mystérieuse, il y a plein d'autres choses mystérieuses, Monaco aussi, mais c'est assez fascinant à intéresser. Donc voilà, c'est une introduction, on aura le temps d'y revenir plus tard dans la semaine, en détail. Et écoutez, j'espère que vous y voyez déjà un petit peu plus clair, mais en effet, il y a des offres, mais c'est Ribolovlev pour le moment qui mène la danse. J'ai pas le contrat de rachat s'il y a des clauses et tout ça, mais lui en tout cas, aux dernières nouvelles ces derniers mois, il n'a pas voulu vendre, malgré des offres colossales, je le rappelle. Je rappelle une dernière chose, l'Arabie Saoudite qui fait une offre, quand tu sais ce qui s'est passé avec le transfert de Mbappé et certains intérêts que Ribolovlev peut avoir avec les décideurs qataris, si je suis Ribolovlev, en effet, je ne vais pas vendre aux Saoudiens. Certes, je suis un businessman, mais je vois ce que j'ai à perdre et à gagner en voyant un peu la perspective plus large d'une simple vente de club avec les différents alliés que j'ai sur la terre au niveau géopolitique. Je laisse ça et je pense que ça vous donnera quelques pistes. Allez, je vous dis à bientôt.